7h37. À défaut de pacification, on pensait qu'un certain retour au calme s'était installé en Égypte. Or, en l'espace de 2 jours, des attentats ont coûté la vie à 12 policiers dans la péninsule du Sinaï, attentats revendiqués par des groupes islamistes. Ils viennent rappeler que, oui, les tensions y restent vives, malgré l'installation au pouvoir du maréchal al-Sisi. Pour parler de son pays chéri et du Proche et Moyen-Orient qu'il nous conte avec passion depuis des années dans ses romans historiques à succès. Le plaisir de recevoir ce matin Gilbert Sinoué, bonjour. Bonjour. Écrivain franco-égyptien, chrétien de cœur, on va dire, Gilbert Sinoué, de culture. Et qui se souvient, vous vous souvenez avec nostalgie du temps d'une Égypte multiculturelle, multiconfessionnelle. C'est celle que vous avez vécue, c'était l'Égypte de votre enfance. On va parler de ça avec vous. Vous êtes de passage en Suisse romande, Gilbert Sinoué, séjour pour la manifestation Le Livre sur les quais, ce salon des auteurs qui va dérouler ses fastes toute cette fin de semaine à Morges, dans le canton de Vaud, au bord du lac Léman. Et vous y présenterez notamment votre dernier roman consacré à un visage méconnu de Gandhi. Ça s'intitule La nuit de Maritzbourg. Plus beaucoup de Gandhi de par le monde. Aujourd'hui, on en espère un peu plus. Et si on vous reçoit ce matin, c'est donc pour parler de ce Proche et de ce Moyen-Orient que d'aucuns disent compliqué, cet Orient compliqué que vous avez bien connu. Comment se porte d'abord votre pays d'origine, l'Égypte, 4 mois après l'élection du maréchal al-Sisi à la présidence? Est-ce que ça va mieux? Écoutez, ça va mieux dans les esprits. Économiquement, tout est encore à reconstruire, mais j'étais là-bas il y a à peu près 1 mois et j'ai constaté que les Égyptiens sont d'un optimisme absolu, j'allais dire délirant. Ils ont une confiance absolue aussi dans ce nouveau maréchal. Et peu importe, en fait, pour eux, qu'il y ait ou pas, ça va vous choquer, une démocratie. Je crois que, me disait un Égyptien, la démocratie, c'est bon pour vous les Occidentaux, c'est un luxe que certains pays ne peuvent pas se payer. Il prenait pour exemple l'Irak, d'avant Bush, et il disait, regarde, l'Irak n'avait pas de démocratie, mais c'est un pays plus ou moins, en tout cas, homogène, unifié, et où la sécurité régnait. Donc pour eux, la sécurité passera ensuite, au second plan. Mais l'Égypte va mieux dans la tête des gens. Alors, la question de la démocratie, vous l'abordez frontalement, et c'est très honnête de le dire comme ça, aussi de la part des Égyptiens. On ne saurait pas quoi faire avec la démocratie, c'est pas ce qu'il nous faut, on ne sait même pas comment ça se prononce. Bon, vous parlez de l'Irak, Sisi, c'est quoi? C'est le Saddam Hussein, un peu plus policé de l'Égypte d'aujourd'hui? Non, la comparaison n'est pas valable. Non, elle n'est pas valable. Je vais vous dire pourquoi elle n'est pas valable. Même s'il avait des velléités, ou même il aspirait à devenir une sorte de Moubarak bis ou de Saddam Hussein ou de Kadhafi, le peuple l'en empêchera. Et j'en reviens de nouveau à ce que me disaient les gens de la rue. On a réussi à mettre 2 présidents en prison. Chose extraordinaire pour un pays. En 1 an, on a mis 2 présidents en prison. Notamment l'ancien leader des Frères musulmans. Moubarak et Morsi. Et il nous disait, si jamais ce monsieur voulait se comporter aussi mal que les précédents, nous n'hésiterions pas à redescendre dans la rue et nous referions une 3e révolution et lui aussi irait en prison. Donc le Sisi n'a pas les coudées aussi franches qu'on peut l'imaginer. Cela étant, ce n'est certainement pas un tendre, c'est un dictateur, c'est un militaire, mais bizarrement, l'Égypte a besoin pour l'instant d'une main de fer. Mais vous le dites, c'est un dictateur, le mot est clairement prononcé. Là, on sait que la presse est de nouveau bâillonnée, que les gens qui ont fait la révolution contre Moubarak, le groupe Tamarod, la plupart d'entre eux sont en prison aujourd'hui. Plus personne n'ose respirer parce qu'il a mis une chape de plomb sur le pays. Mais je crois que malheureusement, vu les attentats terroristes auxquels sont victimes les Égyptiens, dans le métro, vous venez de signaler dans le Sinaï, tous les Égyptiens vous disent, nous avons besoin de sécurité. Si la sécurité ne revient pas dans le pays, quel que soit le prix à payer, l'Égypte va à la catastrophe. Il n'y a plus un touriste, plus personne n'ose y aller, les gens se méfient de l'Égypte. Il faut que l'Égypte retrouve une certaine sécurité. Donc le printemps arabe et tous ses dérivés, peu importe l'appellation, elle ne vaut peut-être pas pour l'Égypte. En tout cas, ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a 3-4 ans, n'était qu'un leurre. Non, c'était pas un leurre du tout. D'ailleurs, l'erreur que nous avons peut-être commise en Occident, c'est de croire qu'il y avait eu un printemps arabe, point final. Il n'y a pas eu un printemps arabe, il y a eu une explosion et un séisme, et ce séisme a des aftershocks, comme on dit en anglais, des répliques. Et ces répliques vont se poursuivre encore 1 an, 2 ans, 10 ans, je ne sais trop combien de temps, jusqu'au jour où les pays arabes retrouveront ou s'inventeront une démocratie qui ne sera pas nécessairement la nôtre. Ça sera leur démocratie, leur vision.
Et d'où viendrait cet embryon de démocratie, Gilbert Sinoué, si on reprend le cas de l'Égypte? Là, vous dites Al-Sisi, voilà, c'est un dictateur, mais pour l'instant, c'est ce qu'il faut. Le ferment de la démocratie qui pourra peut-être émerger dans 5, 10 ou 15 ans, il est où? Est-ce qu'il est déjà là? Il est déjà là. Les étudiants, les intellectuels sont là. Et croyez-moi, ils sont aux aguets, ils sont au boulot, si j'ose dire. Ils écrivent, ils travaillent. Et maintenant, il y a quand même quelque chose de fondamental. Ce qui s'est passé au Moyen-Orient, aujourd'hui, le constat n'est pas génial du tout. Mais il y a une chose qu'il faut prendre en considération. Ces peuples qui ont été bâillonnés pendant plus d'un demi-siècle, aujourd'hui, ils savent qu'ils n'ont plus peur. En tout cas, une chose est conservée. Et là, c'est Égypte, Tunisie, etc. Bien sûr, vous prenez tous ces pays-là. Absolument. Ils savent qu'ils peuvent demain redescendre dans la rue, c'est ce que me disaient les Égyptiens. Si vraiment ils étouffent et s'ils estiment que ce nouveau monsieur, ce maréchal, est en train de détruire l'économie du pays, parce que c'est ça qui compte pour eux. L'Égypte, aujourd'hui, les gens ont faim. Il y a 40% de chômage chez les jeunes. Pour eux, c'est ça la priorité. Savoir s'ils vont voter pour un parlement libre ou pas, ça vous choque, mais pour eux, c'est vraiment secondaire. Ils veulent d'abord manger. Ils veulent manger, ils veulent avoir de l'électricité aussi, parce qu'on sait que la crise énergétique est terrible. Sisi a été élu sur son image d'homme fort, d'homme qui va lutter contre les terroristes islamistes. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. C'est ce qu'il fait. Cela dit, sur les problèmes sociaux et économiques, est-ce qu'ils sont abordés de front par son administration? Il commence à être abordé de front. Il a mis en place un projet quand même qui est assez colossal, j'allais dire pharaonique. Oui. C'est la création d'un second canal de Suez, en marge du premier, parce qu'il faut savoir que le premier, les bateaux avaient entre 11 et 15 heures d'attente, puisqu'un seul bateau à la fois pouvait passer. Donc ce second canal va créer 1 million d'emplois à peu près, et va doubler, si ce n'est tripler, les revenus du canal de Suez. C'est un projet formidable qui est déjà en cours et auquel tous les Égyptiens vont contribuer en achetant des actions et participer financièrement à cette construction. C'est un projet formidable. Un deuxième Suez, ça nous renvoie évidemment à l'histoire. 1869 de Lesseps. Ouais, voilà. L'Égypte, je le disais, l'Égypte des années 40-50, vous êtes né à la fin des années 40 en Égypte, c'était une atmosphère pluriculturelle, il y avait des juifs, des chrétiens, des musulmans, tout le monde s'entendait bien, etc. Vous avez de la nostalgie de ce temps-là? Évidemment, comment ne pas l'avoir? Comment ne pas l'avoir? J'ai grandi jusqu'à l'âge de 18 ans là-bas et je n'ai jamais su que mes voisins étaient juifs ou musulmans ou chrétiens. Nous vivions vraiment en osmose totale. Je dis souvent, j'entendais les cloches de Noël sonner en même temps que l'appel au muezzin et on partageait Yom Kippour ou Pessa avec nos voisins. C'est vrai que j'ai la nostalgie de cette époque. On ne va pas refaire l'histoire, mais selon vous, quel a été le déclic pour que cela change, pour que ces entités, différentes religions, même si on ne savait pas quelles étaient, ne s'entendent plus? C'était quoi le déclic historiquement? Quelle est l'année où tout a basculé selon vous? C'est sa date? C'était quand? Non, je vous dirais que c'est la création de l'État d'Israël. 48. Oui, donc ça a basculé en même temps. Ça a basculé en même temps, et c'est là qu'il y a eu la scission, la fracture entre les Juifs et les Arabes. Parce qu'il faut savoir quand même que jamais les Arabes n'ont été autant protégés, on oublie souvent de le dire, que dans les pays arabes. Autant ils étaient pourchassés en Occident, on ne va pas parler de la Shoah et tout le reste, autant dans les pays arabes, il n'y avait pas de problème. Donc au fond, vous êtes né au moment où tout commençait à basculer. Voilà. Est-ce qu'on pourra retrouver cette unité, cette harmonie entre chrétiens, juifs et musulmans un jour? Je sais que c'est des questions évidemment extrêmement idéalistes, mais quel est le ferment là aussi? Est-ce que cet Orient compliqué pourra de nouveau devenir harmonieux pour tous ces peuples? Écoutez, je vais vous décevoir, j'ai pas de boule de cristal, mais je n'y crois plus du tout. Je pense qu'on est allé beaucoup trop loin et qu'on ne peut plus revenir en arrière. C'est fini. Il y a eu un divorce prononcé. Et il y a eu des blessures entre-temps, de profondes blessures de tous les côtés. Et il n'y a qu'à voir aujourd'hui la montée de l'islamisme et ces groupes aveugles et fous qui sont en train de provoquer des massacres sans nom. Comment voulez-vous oublier tout ça? Comment voulez-vous que les chrétiens d'Irak oublient que ce sont des musulmans, des frères à eux, avec qui ils ont vécu pendant des siècles? La communauté chrétienne d'Irak est une des plus vieilles du Moyen-Orient. Comment voulez-vous que ces gens oublient? Comment voulez-vous que les enfants de Gaza oublient ce qui est arrivé à Gaza il y a quelques semaines, leurs maisons dévastées, leurs parents tués? Comment voulez-vous que les Israéliens oublient qu'ils ont aussi perdu des vies? C'est fini, il y a eu une cassure, à mon avis, irréparable, c'est fini. Il y a une réponse artistique, littéraire à tout cela? Il y a l'art. Il y a l'art, il y a le cinéma, il y a la littérature, il y a des tableaux, il y a l'émotion. Moi, je crois que c'est à travers l'émotion qu'on peut essayer de réunir les gens. Quand on voit un film comme La Liste Schindler, elle fait plus de bien, j'allais dire, que tous les statistiques. Vous direz demain matin, il y a eu 500 000 morts.
on passe à la météo 2 heures après, on s'en fout. Or, je crois que c'est l'art qui peut éventuellement émouvoir les gens et se dire, tiens, pourquoi pas? Moi, j'ai vu quelqu'un qui est en train de faire danser des enfants palestiniens et israéliens ensemble, et je trouve ça déjà, voilà, une forme de réunion extraordinaire. Gilbert Sinoué, votre dernier livre parle d'un visage méconnu de Gandhi. Quel est le Gandhi d'aujourd'hui pour ces régions-là? Est-ce qu'il existe? Peut-être qu'il est en train de naître ce matin, au moment où nous parlons. Moi, j'en vois pas, malheureusement. Je vois pas de visage dans le monde. Chaque fois qu'on a cru à un politicien, moi j'ai beaucoup cru en Obama par exemple, son discours du Caire était absolument bouleversant, extraordinaire, puis on s'aperçoit qu'il a été aussi nul que les autres. Donc voilà, on est toujours déçus par nos politiciens, je pense que je n'invente rien en disant cela.